La Fight Week de Nassourdine Imavov sur la sueur est sponsorisée par Holzkern, la référence des bijoux et des montres à base de bois noble. Holzkern propose des montres et des bijoux pour hommes et pour femmes, et vous en trouverez dans leur vaste catalogue un florilège XXL de plus de 1000 modèles différents. Regardez comme Guillaume est ravi avec sa carbone. Tous leurs produits sont véritablement uniques grâce au grain des matières utilisées, et leur bois est certifié FSC, donc agissant contre la déforestation sauvage. Et pour le côté unique et ces histoires de grains, je vais vous montrer en images, et purée qu'est-ce que je kiffe le concept, parce qu'au-delà de la direction artistique que je trouve exceptionnelle, du coup, comme chaque produit est partiellement fabriqué à partir de matières naturelles, une montre par exemple dont l'intérieur est fait de marbre, chaque bloc de marbre étant unique, personne sur Terre n'aura la même montre que vous, et pareil pour un sac à main en ardoise grise par exemple. Pour profiter ou faire profiter des chefs-d'œuvre Holzkern, utilisez le code promo LASSUEUR15 pour bénéficier de 15% sur toute commande, et ce jusqu'au 14 février, jour de la Saint-Valentin. Les liens sont dans la description et en commentaire épinglé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Hott et on va voir un petit peu tout ce qui a rapport, parce que du coup maintenant c'est toi qui es le head coach de Nassourdine. On va voir un peu comment est-ce que tu as fait ton camp d'entraînement, on va voir comment est-ce que tu le sens pour ce combat. On va faire un peu une complète de l'environnement Nassourdine aujourd'hui si t'es chaud. Tout le monde dans le MMA te connaît déjà, Monsieur 100%, etc. Mais pour le grand public, est-ce que tu peux faire un rapide tour du propriétaire de ton parcours ? Oui, très rapidement, master en STAPS, diplôme d'entraîneur en activité pugilistique et en grappling. Je suis entraîneur depuis 2013, 2014, 2015. C'est là où je commence vraiment à entraîner à haut niveau, je commence à faire des coins Cage Warrior, BAMA, toutes les grosses organisations européennes. Puis après l'UFC en 2016 avec Taylor Lapillus. 2020 ou 2021 pour le premier combat de Nassourdine à l'UFC, j'étais dans son coin aussi. Et entraîneur de l'équipe de France depuis 2019. Et en parallèle de ça, je suis un peu plus connu pour cet aspect-là, la préparation physique depuis 2011 et la nutrition depuis, 2013, 2014, 2015 dans ces eaux-là, quoi. Et moi-même ancien combattant, 3e au championnat du monde amateur, ceinture noire de lutte à livrer, décerné par Monsieur Thomas Loubersan. Et grande fierté pour ma part, et ancien combattant professionnel, j'ai notamment combattu au BAMA et au Cage Warrior. Et alors aujourd'hui, du coup, là, Nassourdine et toi, vous avez ce camp d'entraînement au Venom Training Camp. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu déjà comment est-ce que ça s'est fait, comment est-ce que Nassourdine est venu te voir, comment est-ce que vous avez décidé de créer ce camp ici, entre guillemets ? En fait, avec Nassour, nous, on a toujours été en contact de par le Factory. Quand il est arrivé au Factory, moi, j'étais entraîneur là-bas. Donc, j'ai découvert Nassour dans ses premiers jours au Factory. Pour la petite anecdote, je donnais cours le vendredi. Et c'était un cours qui réunissait les amateurs et les pros. Et ce jour-là, il y avait Thierry Sokoudjou, donc une légende du Pride, de l'UFC, etc., qui était dans le cours. Et il y avait Nassourdine qui venait d'arriver. Et on m'avait dit, oui, il y a un mec qui est arrivé, qui est fort avec son frère, etc., etc. Donc, je donne le cours et je les fais tourner ensemble. Et je vois que Nassour s'en sort très très bien. Et je me dis, mais c'est qui ce jeune, quoi ? À quel point il est fort ? Il avait quel âge à ce moment-là ? Il venait d'arriver, donc je crois qu'il avait, 19 ans, quelque chose comme ça, 19-20 ans. Et il est là, il fait la guerre à Thierry Sokoudjou. Il y avait Patrick Vallée qui venait souvent, il faisait la guerre. Et bref, je découvre ce mec qui est super fort et qui à l'époque est super jeune. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Ensuite, quand j'ai quitté le Factory, moi j'étais dans le coin de Nassourdine en quittant le Factory. Je m'occupais de sa prépa physique en grande partie. Je m'occupais de sa nutrition. Donc on avait un lien qui était fort. Donc forcément, on a gardé le lien après que j'ai quitté le Factory. Et il y a plusieurs semaines, il m'appelle. Moi, j'étais un peu en déplacement parce que je coachais un peu partout. Et il me dit, Nico, rappelle-moi, il faut qu'on se voit, tout ça. Et moi, je zappe un petit peu, et puis au bout d'un moment, je l'appelle, et puis en fait, on va manger ensemble, et il me dit, voilà ce qui se passe, j'ai quitté le Factory, je cherche un head coach, moi j'aimerais bien que ce soit toi. Je lui dis, écoute, avec grand plaisir, c'est un projet qui… Et puis à partir de là, on a monté le projet, quoi. Et alors du coup, quand tu entends ça, parce que tu nous as fait du coup tes états de service et tout ce que tu avais fait dans ta carrière, même combattant et ensuite, c'est toi qui gères tout en fait maintenant, c'est toi le head coach de Nassourdine. Et quand tu as entendu ça de Nassourdine, il est venu te voir, te demander du coup est-ce que là tu peux me prendre en charge, etc. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, parce qu'il est top 15 mondial, c'est un combattant d'élite de l'élite où il va falloir vraiment tout prendre en charge et tout. Comment est-ce que tu vois ça ? Qu'est-ce que tu te dis au moment où tu te dis ok, je vais avoir Nassourdine ? Bon, j'ai beaucoup d'enthousiasme. J'ai beaucoup d'enthousiasme parce que je me dis c'est cool, quoi. On va travailler avec le haut niveau, on va avoir beaucoup de liberté, etc.
On m'a beaucoup posé la question, un petit peu que tu me poses, c'est-à-dire est-ce que ça me met une grosse pression? Et en vrai, c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que être coach, c'est ce que je fais au quotidien. Je ne l'ai jamais fait sur un camp avec autant d'enjeux, mais c'est ce que je fais au quotidien. Je parle souvent de Delphine Benoît, qui a fait 2e au championnat du monde amateur. Au quotidien, j'essaie de faire en sorte qu'elle s'entraîne le mieux possible. Et c'est ce que je fais avec Jorick Montagnac, c'est ce que je fais avec l'ensemble des personnes que j'entraîne, c'est ce que je fais et c'est ce que je fais depuis longtemps. Donc dans le travail au quotidien, je n'ai pas eu spécialement de pression, de l'enthousiasme forcément. Une pédagogie adaptée parce que c'est sur le haut niveau, donc il y a des choses qui sont différentes. Et puis après, ce qui inquiète un petit peu en tant qu'head coach, c'est d'arriver sur un truc et de dire en fait, tu es tellement fort, tu es tellement complet, tu es tellement fort que je vois pas d'axe de progression. J'ai pas le niveau pour te faire progresser. Et ça, c'est ce qui inquiète un petit peu. Et en fait, tu vas dans le camp, tu mets en place des situations. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu t'es dit? Ouais, c'est quelque chose qui… Ah ouais, tu as eu ce doute-là? Ouais, c'est quelque chose qui peut m'inquiéter. Tu vois, quand j'ai été dans le coin de Thomas Loubersan, j'ai été dans le coin d'Alexis Barbosa, qui vient de rentrer au One FC, très haut niveau en boxe. Là, je suis dans le coin de Nassourdine. Les questions que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je peux leur apporter à ce niveau-là? Et en fait, d'un point de vue théorique, c'est dur de trouver. Et quand tu les fais tourner et que tu trouves des bons sparring partners, en fait, tu trouves des situations, tu trouves des adaptations, tu trouves des réponses sur lesquelles il faut créer des adaptations qui sont un peu meilleures, des choix qui sont un peu meilleurs. Et je discutais avec quelqu'un tout à l'heure, il me disait c'est drôle parce que l'essentiel de l'entraînement, il n'est pas forcément porté sur de la technique. Là, aujourd'hui, on a fait un entraînement avec Maxime François. On a travaillé pas mal la défense de la ceinture arrière. Oui, j'ai montré, on peut défendre comme ça, on peut prendre la kimura, on peut rentrer le bras. Mais globalement, c'est des choses que Nassour, il connaît. Je lui fais un petit rappel. Mais après, c'est les choix qu'on va faire. C'est le poids qu'on va mettre. C'est-à-dire, c'est pas techniquement on fait ça, ouais, mais le poids, je le mets comment? Ok, je mets la hanche ici, je mets beaucoup de poids ici. Ça me permet de sortir. Et donc, là où avec un débutant, tu vas avoir une approche qui va être essentiellement technique, il faut apprendre le jujigatame, le pied. Sur un confirmé, c'est beaucoup d'approches tactiques, beaucoup de mise en situation, beaucoup de la bonne réponse au bon moment, la bonne réponse en état de fatigue, la bonne réponse dans la bonne action. Et ce que j'ai essayé de faire avec Nassour, c'est plein de micro-changements. C'est plein de… C'est quoi, tu es déjà super fort, mais il y a ce moment-là, j'ai remarqué, j'ai regardé tous ces combats, et j'ai remarqué ce moment-là, ça te pose un petit peu de difficulté. Peut-être qu'on pourrait changer ça et ce serait la personne qui serait en difficulté. À ce moment-là, tu laisses la personne se reposer. Et au lieu de laisser la personne se reposer parce que contre la cage, tu es à l'aise, ce qu'on fait, c'est que dès que tu es contre la cage, tu crées des situations, tu crées du mouvement et tu enlèves ce temps de repos. Et effectivement, toi, tu ne te reposes pas, mais lui non plus, il ne se repose pas. Et du coup, on gagne du terrain sur la fatigue provoquée à l'adversaire. Et donc, c'est beaucoup de choix qui sont faits. Ok. Et du coup, là, la manière dont tu organises tout, comment est-ce que tu fais pour dire, du coup, forcément, tu as déjà des pontes comme Thomas Loubersan, comme Maxime François, etc. Comment est-ce que tu fais pour créer le camp d'entraînement, aller chercher les gens pour les bons postes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que moi, sur le coup, pour ce camp d'entraînement, je suis arrivé un petit peu en retard. Parce que comme je t'ai dit, j'avais mis du temps à le recontacter. Et donc, quand je suis arrivé, il s'était déjà entouré. Donc, il y avait Rodrigo Alamos pour la boxe thaï, il y avait Issa Samake, le père de Bakary, pour la boxe anglaise, avec le préparateur physique de Bakary qui est Johan. Il y avait le club de lutte de Melun pour la lutte. Et puis, moi, j'ai beaucoup eu un rôle sur les sparring partners qu'on a trouvés sur le MMA, sur la boxe anglaise, sur le sol, avec Thomas Loubersan. Et puis ensuite, sur le volume d'entraînement et l'adaptation du volume d'entraînement. C'est beaucoup ça. Donc, dans un premier temps, on a eu une démarche où j'ai dit pour viser le haut niveau, il faut que tu t'entraînes beaucoup. Pour aller dans le top 3, top 2, top 1 UFC, il faut qu'on ait une grosse charge d'entraînement. Donc, dans un premier temps, tu vas plus t'entraîner qu'avant, tu vas être plus fatigué, on va accepter d'avoir plus de moments dans lesquels tu vas être en difficulté et c'est pas grave parce qu'on n'est pas dans la phase où on veut gagner. Et donc, pendant, je dirais de fin novembre à début janvier, de fin novembre à début janvier, on était dans cette phase, beaucoup d'entraînements, des entraînements bi-quotidiens, beaucoup de difficultés, beaucoup de sparring partners différents et dans cette logique on veut progresser, on ne veut pas forcément gagner tout le temps. Depuis une semaine et demie, on est passé sur cette phase où je veux que tu aies un maximum de bonnes sensations.
Donc on a diminué le volume d'entraînement, on est passé sur un entraînement unique quotidien, on a diminué le temps d'entraînement, on a diminué le nombre de sparring partners, on a fait des sparring partners MMA, on a fait des sparring dans lesquels il y avait 4 sparring pour Nassour. Donc il y avait 2 mecs sur un round, le round d'après il y a 2 mecs, ensuite le premier mec, donc A, B, C, D, A revient après 2 rounds. Et Nassour il enchaîne tout ça lui. On est passé de ça à 2 mecs par round. Donc par exemple lundi on avait Thomas Loubersan et Ahmed. Et là vendredi on va avoir Ahmed et Jorik. Donc un plus centré sur boxe et lutte et l'autre plus centré sur grappe et lutte. Et lundi, on va faire le dernier sparring qu'on aura et ce sera juste Ahmed, ce sera un sparring qui sera un petit peu plus faible en termes d'intensité. Ça y est, on a vu tout ce qu'on voulait voir, on a fait le travail d'intensité, un peu plus faible, mais essayer de faire les bons choix à chaque fois. Ok. Et quand tu vois le Nassourdine d'aujourd'hui, celui qui va combattre la Dolidze dans quelques semaines, est-ce que tu vois, entre guillemets, soit dans sa mentalité, dans sa manière d'approcher et l'entraînement et les combats ou quoi que ce soit, est-ce que là, depuis que tu le connais, donc ça fait des années maintenant, tu vois vraiment qu'il est dans une dimension totalement différente et qu'il est vraiment en mode maintenant, que ce soit dans la discipline d'entraînement, mais même dans sa manière d'approcher les choses, tu dis oui, ok, là c'est ça, quelqu'un qui va soit aller chercher la ceinture, soit vraiment entrer dans le top 5. Est-ce que maintenant tu vois ça? Je pense qu'il faut garder toute proportion. C'est-à-dire que là, on a eu 2 mois de travail. Et moi, j'ai vu plein de modifications. Et ces petites modifications, ces petits détails qu'on change, comme je te disais, le travail contre la cage, le poignet, le poids, ça fait qu'il est beaucoup plus sûr de lui dans ses choix qu'il prend pendant le combat. Il fatigue beaucoup plus ses adversaires, il pèse beaucoup plus dessus, il les fatigue beaucoup plus, que ce soit en boxe ou en lutte. Ok, ouais, il optimise tout. Il optimise en fait. Mais je ne peux pas dire là, après 2 mois, on a pour moi, le Nassour 2.0, on l'aura dans 1 an. C'est-à-dire qu'un an de travail comme ça, on aura un Nassour métamorphosé. Là, on aura un Nassour avec plein de petits détails qui vont faire que on va fatiguer, de manière idéale, comment on voit le combat, on va fatiguer beaucoup plus son adversaire qu'avant. On va le mettre beaucoup plus en difficulté grâce à tous ces micro-choix. Et c'est ce qu'on a vu dans le camp d'entraînement. C'est-à-dire que ceux qui sont revenus, Thomas, quand il est revenu lundi, il n'était pas venu depuis 1 ou 2 semaines, il m'a dit wow, sur le poids, je sens que ça n'a rien à voir. La confiance, les appuis, ça n'a rien à voir. Jorik, quand il revient en boxe, ah ouais, sur ça. Donc, c'est des modifications comme ça qu'on a essayé d'apporter. Mais c'est pas, je ne peux pas dire, c'est un nouvel homme en 2 mois, ce serait mentir. À ce niveau-là, tu ne transformes pas quelqu'un en 2 mois. Ok, ouais. Et là, pour Dolidze, du coup, bien évidemment, sans rien révéler, mais qu'est-ce qui te fait le plus peur pour Nassourdine et où est-ce que tu penses qu'il va peut-être pouvoir avoir l'avantage sur Dolidze? Le plus gros danger de Dolidze, c'est son sol, notamment ses clés de talon, son juji et ses clés de talon. Donc en fait, il a une séquence où il attaque coude, tu lèves, il prend juji gatame, soit il prend le juji, soit il part ensuite sur la clé de talon, soit il part dans le dos. Donc cette séquence, elle est magnifique, il la maîtrise à la perfection. Ensuite, il a une droite qui frappe fort. Il n'a pas une belle boxe, mais il frappe fort avec sa droite. Et puis ensuite, ce qu'il a, c'est plus imperceptible, mais il a une capacité à pourrir le combat. Il a une capacité à calmer le temps de combat, calmer le rythme et faire un combat qui va à son rythme. Et puis à prendre des temps, comme il a fait avec Pépi, il va dans le dos, il perd du temps. Il va au sol, il perd du temps. Il va en boxe, il menace et il perd du temps. Donc les 3 gros points forts de Dolidze, c'est sa droite, son sol. Son sol, c'est vraiment son joker, c'est vraiment le plus dangereux où il faut être vigilant du début à la fin du combat. Et puis ensuite, sa capacité à casser le rythme. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à ces attributs-là que tu vois chez Dolidze, comment est-ce que tu penses que Nassourdine match face à tout ça? Sur le papier, Nassourdine, il match très bien vis-à-vis de tout ça. Sans rentrer dans les détails du match-up, il match très bien vis-à-vis de tout ça. Maintenant, je me méfie des adversaires qui, sur le papier, c'est-à-dire que quand je le regarde, je m'ennuie. Honnêtement, je regarde les combats de Dolidze, je m'ennuie. On les a tous re-regardés avec Nassour et on s'ennuie. Mais le mec, il a 9-2. Le mec, dans ses 2 défaites, il y a une défaite contre Martin Vettori. Et la défaite contre Vettori, on ne sait pas vraiment si c'est une défaite. Et Vettori, on sait qu'il est très fort. Et donc, quand je regarde tout ça, je dis, même si je m'ennuie, même si je le trouve, il a quelque chose qui fait qu'il gagne.
il a quelque chose qui fait qu'il met les mecs en danger. Il a quelque chose qui fait que Phil Hawes, il a réussi à le détruire en un round. Il a quelque chose qui fait que Emerson, qui était en train de dominer, il est tombé dans un piège et il a pris une soumission. Donc je me dis, j'ai envie d'être extrêmement vigilant là-dessus et pas être en mode bon, c'est bon, on va le battre, on va l'allumer et ça va être facile. Ouais. Et pour revenir à une discussion qu'on avait même avant de faire cette interview, mais il y a un truc que j'aimerais bien que tu m'en parles parce que c'est vraiment, ça me fascine, c'est en gros, tu dis toi-même que en fait, ce que toi, là où tu estimes en tout cas que tu es vraiment le plus performant, c'est pour optimiser et perfectionner des athlètes qui justement sont déjà à un certain niveau et que toi-même tu te définis pas forcément comme quelqu'un qui va former de A à Z. Et je trouve ça vachement intéressant parce que tu as même fait le parallèle avec du coup des préparateurs physiques, du PSG par rapport à ceux qui sont aussi peut-être à des entraîneurs, des équipes de foot un peu plus à un niveau un peu moindre, etc. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Moi, ce que je disais, c'est que dans la préparation physique, c'est pas quelque chose qui choque. Il y a les préparateurs physiques du haut niveau qui prennent des mecs qui sont déjà très forts, qui sont déjà des athlètes super solides en football, en NFL, en NBA, etc. Et toute leur carrière, ils s'occupent de ces mecs-là. Et ils optimisent leur performance à très haut niveau. Et puis, tu as des préparateurs physiques, des minimes, des cadets, des enfants, et qui font un excellent travail avec ceux-là, mais qui ne travaillent jamais avec le haut niveau. Et inversement, le haut niveau ne travaille jamais avec les enfants. Moi, je prenais souvent l'exemple au MMA Factory. On avait Samir Feydin. Samir Feydin, c'est un entraîneur exceptionnel pour les enfants. Moi, je dis souvent, c'est l'homme qui chuchote à l'oreille des enfants. C'est-à-dire qu'il y a 50 gosses qui sont autour de lui. Lui parle avec une voix toute douce et les enfants, ils écoutent, ils apprennent et il les forme comme ça. Et moi, c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Inversement, quand tu mets Nassour sur un cours pro, eh ben, il n'a pas forcément l'énergie, la pédagogie, c'est notre pédagogie, le haut niveau, c'est notre pédagogie. Il n'a pas forcément ses atouts pour performer de manière aussi bien que moi, je peux le faire. Et donc, il y a des entraîneurs qui sont plus performants à certains niveaux. Et après, c'est des traits physiques aussi, des caractères physiques et psychologiques. C'est-à-dire que parfois, tu n'as pas la patience de ça, mais par contre, tu as la patience de ça ou tu as la passion de ça. Et en fait, oui, ce n'est pas dérangeant de dire il y a des gens qui sont très forts pour faire exceller à haut niveau, qui ne sont pas forcément forts pour former. Il y a des gens qui sont forts de A à Z et il y a des gens qui sont très forts pour former. Et après, au bout d'un moment, il faut qu'ils passent le relais à quelqu'un d'autre. Et si on veut prendre un exemple très concret, d'un point de vue pédagogique, je dis souvent que avec un débutant, tu dois être un dictateur. C'est-à-dire qu'avec un débutant, il vient dans ton cours, tu lui apprends les techniques et son avis, tu n'en as pas grand-chose à faire parce qu'en vrai, tu es en train de former la base. C'est comme la base de l'orthographe. On n'est pas dans une discussion de est-ce que… Non. Ouais. Verbe, sujet, complément. Une fois qu'on a mis ça, on peut continuer. On a formé les bases, ok. Et puis après, à moyen et haut niveau, moi, je ne suis pas un dictateur avec Nassour. On est en discussion. C'est-à-dire que je propose des solutions. Je lui dis voilà, d'un point de vue statistique, toi, tu fais ce choix. Moi, ce que je remarque, c'est que quand tu fais ce choix, 3 fois sur 4, tu perds. Par contre, quand tu fais ce choix, je ne sais pas, tu pousses la tête comme ça, 3 fois sur 4, tu gagnes. Quand tu fais ce choix, 3 fois sur 4, tu perds. Quel choix est le mieux? Moi, je pense que ce choix est mieux. Je ne te dis pas que tu ne peux pas réussir avec ce choix. Non, tu peux. Mais la plupart du temps, moi, j'ai observé tes combats et j'ai observé les vidéos d'entraînement. Nous, on filme tous les entraînements, on regarde et je dis, OK, la plupart du temps, quand tu fais ça, tu gagnes. Et moi, mon but, c'est d'optimiser les choix qui sont faits. Techniquement, oui, je vais montrer des petites choses, on va travailler, mais techniquement, il a un bagage technique qui est déjà développé. On peut incorporer des choses, mais attention, travailler une technique dans le vide, c'est une chose. Travailler une technique contre un mec qui est faible, c'est une autre chose. Travailler une technique contre un mec qui est fort, c'est encore une autre chose. Placer cette technique dans un environnement extrêmement stressant contre un mec qui est très fort et qui l'a travaillé toute sa vie, c'est encore autre chose. Et souvent, les gens ne comprennent pas que ta technique est modifiée en fonction de ton niveau de stress. Je te donne un dernier exemple là-dessus. Je te fais marcher sur une planche au sol. Tu marches, je marche, tout le monde marche. Aucun souci. Je mets cette planche à 10 mètres de haut. On marche, mais déjà on marche, on est un petit peu fébrile quand on marche. Je la mets à 100 mètres de haut. Techniquement, l'exécution motrice, c'est la même. J'ai juste à mettre un pied devant l'autre. Ce qu'on va faire à 100 mètres de haut, on va être à ras du sol collé à la planche, à avancer en rampant. Parce que le niveau de stress a modifié notre exécution motrice. Et ben, c'est la même chose en combat. Ce qui compte, et c'est pour ça que je parle beaucoup des situations de combat. Je parle beaucoup de « en combat, voilà ce que tu fais ». Parce que je ne veux pas perdre du temps à
tiens, tu pourrais faire ça, ah oui, ça tu le fais bien à l'entraînement. Oui, mais en combat, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ressort quand tu es en situation de stress? Ça. Ok, on va accentuer ça, on va diminuer ça, on va mettre des curseurs par rapport à ce que tu fais en combat. Et d'ailleurs, pour parfait, faire une petite passerelle, comment est-ce que tu décrirais le mental de Nassourdine en combat? Parce que c'est vrai que souvent, on le voit, il est presque orgueilleux, il veut gagner à tout prix, etc. Comment est-ce que tu le décrirais? Est-ce que ça, du coup, c'est un problème? Est-ce que c'est un truc sur lequel, justement, qu'il faut garder parce que c'est ce qui fait qu'il a envie de gagner? Comment est-ce que tu le décrirais? C'est sa force. Ouais. Nassour, c'est un compétiteur. C'est-à-dire que, quel que soit le jeu on rigolait sur le tennis de table. Je lui disais que à RMC, il y a une table de ping-pong. Et donc, je lui disais que j'avais joué là-bas un peu avec les mecs de l'équipe de France, etc. Et donc, on s'est défié au ping-pong. Et quand on va tomber sur une table, une tennis de table, on va faire une partie. Et il va vouloir gagner et je vais vouloir gagner. Donc, c'est un compétiteur. Il a ça dans l'âme, il ne faut pas lui enlever, il faut conserver ce truc-là. Et c'est pareil à l'entraînement. Quand on fait les jours de sparring, les gens sont souvent étonnés par l'intensité qu'il met dans les sparring. Le sparring dur avec Nassour, c'est du sparring très dur. Et ensuite, quand le sparring est terminé, Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas enlever, il faut conserver ça. Maintenant, il faut conserver une part de lucidité dans ce travail. Ce n'est pas parce qu'on fait sparring et qu'on fait sparring très dur que on doit ne plus être lucide. J'aime bien ce truc de dire 100% on ne voit plus rien, mais peut-être que tu te places à 95% ou 98%, tu frappes fort, tu frappes vite, mais tu vois les choses, tu comprends les choses. Et du coup, tu peux régler certains détails. La solution, c'est pas toujours faire plus fort, plus vite, plus mal. Parfois, la solution, c'est un angle, une hauteur, une vitesse. Ouais. Et écoute, là je crois qu'on est pas mal. Et toute dernière question du coup sur l'organisation. Du coup là vous êtes au Venom Training Camp. C'est ça. C'est quelque chose qui, quand Nassour s'entraîne ici, c'est uniquement autour de lui et il n'y a que lui. C'est-à-dire que c'est pas un cours pro où il y a d'autres combattants, c'est que pour lui. C'est que pour lui. Okay. Et tous les entraîneurs, les sparring partners, toutes les personnes qui viennent sont des personnes qui viennent exclusivement pour lui, au service de la performance de Nassour. Et donc ouais, c'est ce que je disais, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais pendant ce camp d'entraînement, j'ai beaucoup aimé l'engouement franco-français qu'il y a eu autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs comme Reda Hamzaoui, il vient sur sa pause du midi, ceinture noire de JB, une des meilleures ceintures noires de France. Il vient sur sa pause pour venir ici aider. Nicolas Filipponi, Jorik Montagnac, Ahmed qui était à la disposition de Nassour pour l'aider. Et puis ensuite tous les entraîneurs, etc. qui sont venus. Thomas Loubersan qui est venu. Je trouve ça fabuleux que tous ces mecs-là, ils soient venus pour dire « Ok, on va aider Nassour à performer de la meilleure des manières sur le camp d'entraînement. » Et du coup, ça, tu l'attribues à quoi? Le fait qu'il y ait eu cette émulsion, le fait que tout le monde se soit mis dans le mode on est là pour Nassour, on est autour de lui pour ce camp d'entraînement et tout est fait comme ça. Je pense que de prime abord, il y a Nassour, son caractère, sa gentillesse, etc. Moi, j'ai toujours entretenu des bons rapports avec les gens avec qui j'ai travaillé. Donc, il y a ça aussi, on a créé des liens et donc on a envie de s'aider. Je pense qu'il y a l'enjeu. Je pense qu'aujourd'hui, en France, tout le monde est fier d'aider un mec qui va combattre pour entrer dans le top 10. C'est une fierté aussi. Et ouais, j'en ai pas parlé tout à l'heure, Maxime François, qui était là ce midi et qui me dit merci, alors qu'en fait, c'est lui qui vient nous aider, c'est lui qui vient donner de son énergie pour le truc. C'est magnifique. Et je pense, ouais, vraiment, aujourd'hui, à cet engouement, on a tous envie de s'aider. Même, je pense qu'il y a cet engouement entre fighters français, franco-français, de venir s'aider entre eux pour progresser, aller au plus loin. On n'est plus dans cette bataille, on est sur un autre niveau, on est sur l'international et on est dans ce truc. Ok, Cyril, peut-être que 2024, c'est une année de ouf. 2024, Cyril, il peut prendre la ceinture. Manon, elle peut prendre la ceinture. Benoît, avec les as qui s'alignent, il peut aller vers la ceinture. Et Nassour, il peut aller vers la ceinture. Et donc, on est sur une année où ça peut être la plus grande année qu'il y ait jamais eu pour le MMA français. Et d'ailleurs, comment est-ce que ça, en vitesse, comment est-ce que tu l'analyses? Qu'est-ce que tu en penses du fait que là, peut-être que c'est la légalisation, peut-être que du coup on a toujours eu ces talents en France et que là c'est juste en train d'éclore parce que justement les planètes sont alignées. Comme tu le dis, en 2024, c'est hallucinant le niveau du MMA français, même au plus haut niveau. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Déjà, il fallait du temps pour qu'il y ait de la maturité. C'est-à-dire qu'il y a
Là, on est en quoi, 2023, je dirais qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient ce que c'était le MMA complet. Il y avait quelques enseignants en France, il y avait des mecs comme Johnny qui avait été au Brésil, mais il y avait peu de gens qui connaissaient le MMA complet. Là, aujourd'hui, le MMA complet, tu regardes les amateurs, ils connaissent le MMA complet. Ils apprennent du MMA dès le début, ils n'apprennent pas de la boxe, non, ils apprennent du MMA. Donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, je pense que la prolifération des événements en France, ça a permis vraiment de monter le niveau. La médiatisation, ça a permis de monter le nombre de personnes qui participaient. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, moi je me rappelle encore une fois, c'était pas il y a 10 ans, c'était 2016, quand Mika, quand Michael Lebou, quand Francis Ngannou et quand Taylor ils étaient à l'UFC, c'était exceptionnel d'être à l'UFC. Ouais. Et de gagner à l'UFC, c'était un autre pas qui était être à l'UFC, c'était exceptionnel. Gagner quelques combats à l'UFC, c'était encore plus exceptionnel. Mais en aucun cas, on aurait pu se dire non, moi je vais à l'UFC pour déglinguer la catégorie. Et puis Francis, il nous a montré que c'était possible. Cyril, il nous a montré que c'était possible. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec l'UFC Paris et les derniers UFC qu'on a depuis 2-3 ans, c'est des mecs qui vont à l'UFC pour tout dézinguer. Tu vois, comme à l'époque, Conor, quand il disait « We're not here to take part, we're here to take over », bah moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils sont là, ils ne sont pas là pour participer. Ils sont là pour déglinguer la catégorie et montrer qu'ils ont leur place dans le top du top. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière. Ouais. On n'a plus peur. Et aussi parce qu'on connaît. Moi, à l'époque, quand j'allais aux États-Unis, finalement, tu allais dans une salle lambda et tu tournais avec un mec du Bellator et tu disais, en fait, le niveau du Bellator, il n'est pas si éloigné de notre niveau. Ça se joue à des détails, de l'intensité, des détails, etc. Mais techniquement, il n'était pas très éloigné. Sauf que nous, on n'avait pas cette expérience, on n'avait pas ce retour-là. Et donc, on se disait, ouais, l'UFC, c'est ouf. Non, en vrai, on a le niveau pour. On est très fort en lutte, on est très fort au sol, on est très fort. Et puis, on développe un style à la française. Tu vois, moi, je vois, dans ma vision, dans les années à venir, dans notre style à la française, c'est un très gros pied-point, une belle défense de lutte, un sol avec du scramble et tout. Bah, moi, je vois en haut, je vois beaucoup de judo. Parce que je pense qu'on va avoir un transfert des judokas et de notre passif du judo. Et je pense qu'on va être un pays qui va mettre de belles projections de judo. Purée, parce que jusqu'à ce que tu parles du judo, j'allais dire, c'est vrai que bah, du coup, c'est un peu ce qu'a réussi à faire l'Angleterre, un gros pied-point et en même temps, genre la Leon Edwards, etc. Ouais. Mais toi, tu vois, en plus, du coup, c'est vrai qu'on a une grosse base de judo, tu vois ça en plus, bah, le petit. Pas. Ouais, bah ouais. Tu vois, pourquoi pas, on a cette faculté de travailler sur des. Moi, avec Delphine, on travaille beaucoup de projections de judo. Parce que je pense que c'est une arme très forte dans le MMA. Contre la cage, on le voit beaucoup au monde amateur, ça se fait beaucoup. Contre la cage, c'est une arme très forte. Même au milieu de la cage, tu défends la lutte avec des actions de judo et ensuite tu repars sur un jeu de lutte. Mais mixer tout ça, c'est très intéressant. Bah, l'avenir nous le dira. Bah, l'avenir nous le dira. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup du coup, pour cette interview. Et puis bah, bon courage pour la fin du camp. Et puis, bah, si tout se passe bien, du coup, bon, non, voilà, on va pas se porter l'œil, mais en tout cas, voilà, le combat contre Roman Dolidze, les gars, ne ratez surtout pas ça. C'est l'opportunité probablement pour Nassourdine de rentrer dans le top 10. Donc, c'est en plus dans la catégorie middleweight qui est chargée à mort. Voilà, ça va être incroyable. Main event. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Rust. Et puis à très bientôt.